Merci d'avoir syntonisé TV Laval. C'est notre rendez-vous mensuel avec Monsieur le maire en direct du bureau du maire. Pendant les prochaines minutes, on va explorer un peu ce qui a fait manchette au cours du dernier mois, puis en même temps essayer de voir au-delà de cette nouvelle-là. Donc, c'est une émission, disons, de type informative, puis quand même assez agréable. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Bien, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Nos deux villes ont été affectées par une nouvelle qui vient récemment d'être annoncée, parce qu'il faut peut-être le mentionner, cette émission est enregistrée le 1er avril. Le groupe Saint-Hubert qui vend ses actifs à l'Ontarienne Cara. Ça touche les villes de Laval, de Blainville et de Boisbriand. Vous réagissez comment à cette nouvelle-là, monsieur? Évidemment, c'est une transaction privée, mais il y a une certaine inquiétude parce que c'est un joyau de l'économie québécoise et ça fait partie quasiment de notre identité. C'est une industrie, un commerce qui a grandi avec notre société. Alors, on aimerait bien s'assurer que le siège social demeure ici, les fournisseurs demeurent locaux et que ça demeure une partie de l'identité québécoise. Alors, il y a cette inquiétude-là. Ceci étant dit, il appartient à la famille Léger d'en disposer. Mais est-ce que le niveau municipal peut peut-être, je ne sais pas, faire des approches auprès de Cara, nouveau propriétaire de ce groupe-là, pour les inciter justement à garder leurs installations ici puis leurs opérations financières? Vous savez que depuis notre arrivée en poste, on se fait un devoir de tous les 2 semaines, 3 semaines, le comité exécutif va visiter le siège social d'une grande entreprise lavalloise. Et oui, dans notre stratégie, nous avons l'intention d'aller visiter le siège social qui est à Laval, des rôtisseries Saint-Hubert, et d'essayer de les convaincre à travailler avec nous et de demeurer ici. Dans les autres nouvelles, elle date du 21 mars dernier, celle-là, poursuivie pour 65 millions par un promoteur immobilier qui a déjà refusé à qui elle a refusé de délivrer un permis de construction en 2014. La Ville de Laval a déjà engagé 1 million de dollars en frais juridiques pour assurer sa défense dans le litige entourant le projet Le Commodore. C'est beaucoup, 1 million de frais juridiques, c'est de l'argent des contribuables. Effectivement, mais entre le choix de se défendre pour 64 millions ou pas se défendre, on a pris le choix de se défendre, basé sur la conviction que nous avons pris la bonne décision. Il faut comprendre qu'avant d'arrêter, premièrement, le litige était déjà présent dans l'actualité avant l'élection. Et lorsque nous sommes arrivés... Donc, vous avez hérité de ce dossier-là, vous? L'action n'était pas prise. Oui. Mais il y avait eu des mises en demeure de signifier. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait faire des études pour s'assurer du déroulement des événements qui sont survenus bien avant nous et de prendre la bonne décision en conformité avec nos lois. Alors, c'est ce que nous avons fait et évidemment, il y a eu une action de logis. Une fois que tu es actionné pour 64 millions et que tu as la conviction d'avoir pris les bonnes décisions dans l'intérêt de nos citoyens, tu es obligé de te défendre. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a eu des frais. Et nous allons poursuivre à nous défendre parce que nous sommes toujours convaincus d'avoir pris bonnes décisions. Le litige, c'est quoi? C'est la hauteur des bâtiments, c'est ça, des tours? Je ne peux pas rentrer dans les particularités de la cause parce que c'est judiciarisé. Okay. D'accord? Je peux vous dire que j'ai déjà été interrogé par les avocats de la partie adverse sur les faits de la cause. Et d'autres personnes ont été interrogées. Alors, par respect pour les tribunaux, les cours et pour protéger l'intérêt des citoyens de Ville de Laval et toutes les parties impliquées, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la ferme conviction que la décision a été prise sur des bonnes bases et selon les règles de l'art. Ensuite, une autre nouvelle qui nous apprend que la Société de l'assurance automobile du Québec a mentionné que les résidents de Laval récoltent le maximum d'infractions au Code de la sécurité routière et ceux de la région capitale sont les moins pénalisés. Je vous donne taux d'infraction au Code de la sécurité routière sur 100 000 titulaires de permis de conduire selon la région de résidence. Et c'est une moyenne qui parle de 2005 à 2014. Laval avait 25 213 infractions sur 100 000 titulaires de permis de conduire. Donc, c'est 1 sur 4. Laurentides, 24 000, Lanaudière, 21 000, Montérégie, 19 000, Montréal, 19 000. Qu'est-ce que ça dit, ces chiffres-là, pour un maire de Laval?
Bon, il faut comprendre la raison pour laquelle des infractions sont données. Le but, ce n'est pas les contraventions. Le but, c'est de réduire les accidents. Alors ça, c'est l'objectif qu'il ne faut jamais perdre de vue. Ceci étant dit, moi, j'aimerais mieux avoir les statistiques sur les accidents et je pense que Ville de Laval figure très bien à ce chapitre-là. Il y a eu une réduction ces dernières années. Effectivement. Je n'ai pas par cœur les chiffres, malheureusement. Et l'autre aspect, c'est que nos policiers et nos employés font le travail pour lequel ils ont été employés. Je ne cacherai pas que dans d'autres municipalités, les relations de travail sont peut-être plus laborieuses, dû notamment à la loi 15 sur les fonds de pension, dû à des projets de loi qui sont en cours. Alors, ce que ça me dit, c'est que nos employés font leur travail et l'objectif n'est pas le nombre de contraventions, il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'objectifs qui sont fixés. Lorsqu'une contravention est donnée, c'est parce que le policier a la conviction qu'elle est méritée et une cour pourra décider. L'autre aspect qui est important, c'est que, vous savez, la plainte qu'on a le plus souvent à travers l'île, c'est des problèmes de circulation. D'excès de vitesse, souvent. D'excès de vitesse et du non-respect des arrêts. Alors ça, là, c'est généralisé. C'était une plainte qu'on avait durant la campagne électorale et pour les derniers 2 ans. Alors oui, on s'occupe de la problématique que nos citoyens nous demandent et l'objectif réel, c'est d'avoir le moins d'accidents possible sur notre territoire. Ce qui est rassurant, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de quotas, parce que souvent, on pense que les villes ordonnent des quotas aux services policiers justement pour engranger de l'argent. Vous dites que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de quotas, il n'y a pas d'objectif. Et vous savez, j'ai été policier pendant longtemps. C'est sûr que j'enquêtais les crimes majeurs et je peux vous assurer, et c'est un principe avec lequel on ne veut pas aller. Alors, ça ne fait pas de très bonnes relations entre les citoyens et les policiers quand on est rendu qu'on pousse les policiers à donner des contraventions. Oui, c'est parce que ça peut altérer le jugement des policiers et vice-versa. Et l'opinion aussi, là. Et l'objectif, c'est de réduire les accidents, c'est rien d'autre. Bon, voilà. Une nouvelle qui va vous réjouir, c'est le comité Centre-Ville, des grands acteurs du milieu du développement, mais dans tous les domaines, vont se réunir pour penser au centre-ville de Laval. Parce que Laval n'a pas vraiment de centre-ville. Si je donne rendez-vous à quelqu'un au centre-ville de Laval, je ne sais pas où y donner rendez-vous. En ce moment, c'est pas mal le Centropolis, mais ce n'est pas vraiment le centre-ville encore. Écoutez, nous sommes en train de définir tout ça dans le cadre d'une réflexion qui est le schéma d'aménagement, qui est un travail qui va prendre 2 ans, 2 ans et demi du début à la fin. Il y a eu plusieurs consultations à l'origine de ça. Je peux vous dire qu'avec Repensons Laval, il y a plus de 3500 personnes qui ont été mises à contribution. Des citoyens, mais aussi les grands acteurs. Et là, on est en train de définir un centre-ville. On veut déterminer à quoi voulons-nous que ressemble notre centre-ville. Donc, vous vous basez sur ce que les citoyens vous ont dit, puis là, vous prenez tous ces gens qui pourraient faire une différence et vous leur dites, voici, disons les grandes lignes de ce qui est ressorti de ces consultations. C'est-tu un peu ça? C'est un petit peu ça, mais je vous présenterai ça différemment. Plutôt que moi, tout seul, dans mon bureau, ou avec 4-5 collaborateurs, on dessine le centre-ville, on a pris nos grands partenaires. Et dans le centre-ville, à l'heure actuelle, ce qu'on peut définir, c'est évidemment, il y a le cégep, l'université. Il y a aussi des grands propriétaires fonciers, comme le Carrefour Laval, le Centropolis. Alors, il y a Evenco avec la Place Belle. Evenco, et évidemment, il y a des grands promoteurs comme le groupe Montagny et d'autres. On a réuni tous ces gens-là qui sont propriétaires fonciers, qui investissent des sommes d'argent énormes, et on leur a demandé leur opinion pour pouvoir dessiner à quoi voulons-nous que le centre-ville ressemble. Et ces gens-là se rendent ici, puis je vous dirais, quand je regarde les gens qui sont là, on est chanceux d'avoir autant de personnes qui font bénévolement des consultations qui durent plusieurs heures
et qui nous font voir leurs perspectives. Et la plupart d'entre eux sont soit des maisons d'enseignement, soit des créateurs, des gens d'affaires, des visionnaires. Et c'est avec l'aide de tous que nous allons dessiner le futur centre-ville. Comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, que certains intérêts dont soient poussés dans ces dossiers-là? Parce que ces gens-là sont aussi des propriétaires terriens. Effectivement, mais les investissements, ils nous suggèrent des concepts, des idées, mais on n'est pas dans le quotidien des dossiers et des projets. Ils nous présentent chacun leurs projets qui sont suffisamment avancés et leurs projets, bien souvent, ils les ont déjà présentés à la municipalité pour obtenir les permis, les accords, puis tout ça, mais là, ils les présentent à la place publique. Alors, les autres promoteurs deviennent au courant de ce qui s'en vient. Alors, et dans ce sens-là, ça nous permet de développer une personnalité, un centre-ville qui aura une cohérence et non pas des projets pris isolément les uns les autres et qui Donc, une vision globale, on va le dire. Effectivement. Comme ça. Un comité, ça se réunit, ça pense, puis éventuellement, ça pond. Est-ce que vous avez le moment de la ponte de ce grand comité-là? Oui, écoutez, nous en sommes au début. Oui. Il y a eu, je vous dirais, une réunion de travail, puis il y a eu une réunion d'initiation. Et là, effectivement, ils vont commencer. Et la première réunion auquel, évidemment, j'étais présent, c'était révélateur de voir la surprise des uns face au projet des autres. Et les échanges, de dire, bien, écoutez, de bons procédés, si vous êtes pour faire ça à proximité de mon projet, je peux peut-être aménager. Et il y avait une collaboration. Alors ça, donc, pour ce nous... qu'on appelle communément une synergie. C'est ça. Et ça, pour nous, c'est déjà gagnant. Bien sûr. Mais on pense quoi? Le centre-ville de Laval verra le jour dans 10 ans? Non. Écoutez, la place Belle sera terminée. L'ouverture est prévue et toujours prévue pour septembre 2017 avec une programmation qui graduellement sera annoncée. Les gens qui sont curieux, allez voir sur Internet Espace Montmorency. Alors, dans les projets annoncés par les promoteurs, il y a plus d'1 milliard d'investissements qui va se faire dans les prochains à peu près 3 à 5 ans au centre-ville de la Ville de Laval. Donc, autour de cet environnement-là. Et Ville de Laval va devoir modifier les infrastructures, s'assurer que tous les services sont fonctionnels et fournir aussi un environnement qui sera une plus-value pour les citoyens. Des espaces publics, des parcs, de façon à ce que les citoyens aient le goût de se rendre au centre-ville. Et de s'approprier cet espace-là. Effectivement. C'est ça qu'il faut, dans le fond. Effectivement. Okay, depuis la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble, il y a eu publication des deux budgets, celui du provincial et du fédéral. Je veux savoir comment vous les avez vus, ces budgets-là. Comment vous réagissez à ça? Mais écoutez, nous, il y a des enjeux au niveau des infrastructures, puis du logement social. Et il y a des efforts de fait. Et spécialement au niveau du gouvernement fédéral, à ces deux chapitres-là. Alors, pour nous, c'est très important. Et nous sommes à repenser toute la politique, la façon de faire pour le logement abordable, le logement social. Nous, on a prévu des sommes d'argent qu'on capitalise pour le logement social, 750 000 par année qui est mis de côté. On a demandé d'obtenir le statut de ville mandataire. C'est un peu un enfant pauvre dans ce domaine. Effectivement, historiquement, Laval a eu à peu près 50 de ses besoins qui sont répondus. Il y a des listes d'attente, il y a des gens dans le besoin. Alors, pour nous, c'est une priorité et les gouvernements tendent l'oreille. Il reste à savoir comment ils vont nous rendre les sommes d'argent disponibles. Alors, les modalités des différents programmes qui vont nous donner accès à ces sommes d'argent-là ne sont pas encore définies. Ça, c'est le côté fédéral. Maintenant, côté provincial, c'est plus, je vous dirais, au niveau des infrastructures qu'il y a eu des bonnes nouvelles. Non? Effectivement, premièrement, des sommes d'argent qui sont dégagées. Encore là, comment elles nous seront accessibles, ce n'est pas défini. On attend ces nouvelles-là. Et on travaille aussi avec le gouvernement provincial pour obtenir la reconnaissance d'une ville mandataire pour régler le problème du logement social. Et notamment, dans le quartier Val-Martin, on a un problème particulier. Alors, nous sommes en action. J'ai rencontré le ministre
squatteux à ce chapitre-là. On y a fait une présentation et on attend un retour là, pour travailler ensemble de façon à régler les problèmes. Parce que la pauvreté attire la criminalité, puis je veux dire, puis tous les problèmes connexes reliés à ça aussi. Écoutez, la pauvreté, notre première motivation, c'est qu'évidemment, il y a des êtres humains impliqués là-dedans. Et oui, on peut établir certaines relations avec la criminalité, mais on peut aussi établir des relations avec les soins de santé. C'est vrai. Avec tout ce qui est d'aspect social. Alors, notre première motivation, c'est qu'il y a des êtres humains, il faut s'en occuper. Et ça nous touche tous, hein, la pauvreté. C'est un impact, oui, absolument. Moi, je ne le cache pas, là, ma mère était veuve avec 5 enfants. Alors moi, je suis un enfant du bien-être social à l'origine. Et si je n'avais pas eu l'aide de la communauté, de la société, jamais j'aurais pu offrir à mes enfants la qualité de vie que j'ai eue. Alors, on est sensible à ça, et puis c'est des valeurs du conseil municipal. Alors, oui, il y a de la pauvreté à Laval. On a soumis un rapport au gouvernement il y a environ 1 mois sur l'état de la pauvreté à Ville-de-Laval, et oui, on doit s'en occuper. Parce que c'est des êtres humains et parce que la problématique va nous coûter plus cher si on ne s'en occupe pas. Au niveau municipal, face aux différents paliers, est-ce qu'on est dans une ère d'austérité toujours ou heureusement on est en train de délier les cordons de la bourse pour justement repartir l'économie d'une certaine façon? Nous, on n'a jamais eu la stratégie d'austérité. Notre stratégie était la suivante en arrivant en place. Couper sur les dédoublements, couper sur ce qui était plus ou moins utile, d'être le plus efficace possible dans notre gestion, mais de stimuler l'économie. Et c'est la raison pour laquelle on visite les sièges sociaux des entreprises, c'est la raison pour laquelle nous avons engagé 5 ingénieurs de plus pour stimuler l'économie. Et il y avait aussi une économie, parce que quand on donnait ces mandats-là à des firmes d'ingénieurs externes, ils nous coûtaient 150-200 $ de l'heure, puis un ingénieur interne coûte environ 75 $ de l'heure. Il y a aussi tout l'aspect de célébrer le 50e anniversaire. C'était une façon, de Ville-de-Laval, c'était une façon pour nous de stimuler l'économie et d'être présent avec nos grands partenaires, la Chambre de commerce, Tourisme Laval Parler de choses positives par rapport à Laval, qui ne l'a pas eu facile ces dernières années. Oui, effectivement. Hein? OK. Bilan touristique de l'industrie, bilan de l'industrie touristique de Laval, il y a des beaux chiffres. 1 154 330 visiteurs, 9,2 millions en retombées médiatiques pour la destination de Laval. Ça, c'est pour les résultats de l'année 2015. Donc, le 50e, si vous me permettez, je fais un lien direct avec ça, a eu de belles retombées. Vous voyez comment le paysage touristique de Laval pour les prochaines années? Mais on est en train de changer la perception ou l'image que les gens avaient de Ville-de-Laval comme étant une ville d'octroi. Ville-de-Laval est en train de se positionner pour le tourisme d'affaires et pour le tourisme de loisirs, pour des générations plus jeunes. Alors, du loisir que tu peux pratiquer, peu importe la température. Je pense à... l'hiver, entre autres, avec la fête de l'hiver. Oui, mais vous avez on a un centre de simulation de pilotage à Ville-de-Laval que vous pouvez faire et qui sert de place d'entraînement pour différents pilotes. Nous avons évidemment de l'escalade qui peut se faire à l'intérieur, peu importe la température. Du surf à Ville-de-Laval. Alors, il y a toutes sortes d'attraits touristiques comme ça qui permettent 365 jours par année à ces adeptes-là de pratiquer leur sport. Donc, il doit y avoir une concertation pour qu'il y ait une espèce de circuit puis dire « Ah oui, tiens, je vais me déplacer à Laval parce qu'il y a telle et telle et telle et telle chose à faire. » Et les gens sont en train de découvrir ça. Et oui, Ville-de-Laval change son image. De plus en plus, on travaille à Laval, on étudie à Laval, on peut s'amuser à Ville-de-Laval et consommer de la culture. Alors, pour nous, c'est important ça. Et évidemment, les gens qui y regagnent sont
nos commerces, nos restaurants, nos hôtels, qui, Parce qu'on eux... dépense dans la région en ce moment-là, donc on croit à Effectivement. l'économie. Et eux, évidemment, nous nourrissent en taxes municipales qui nous permettent de donner une meilleure qualité de vie à nos citoyens. Encore faut-il avoir accès facilement aux différentes régions. Puis là, je vous parle rapidement de l'autoroute 19. Il y a toujours de la pression pour qu'il y ait le parachèvement de cette autoroute. Votre position est toujours la même, monsieur le maire? Toujours la même, c'est essentiel, un, pour la qualité de vie des citoyens et des citoyens de Laval et de la Couronne-Nord. Deux, aussi, lorsqu'on parle de pollution. Écoutez, pour moi, là, quand je vois des bouchons de circulation, tout, c'est notre responsabilité d'adresser cette problématique-là. De toute façon, il faudra baisser les gaz à effet de serre. Effectivement. Et si on est capable de permettre à des gens d'économiser 15 minutes sur le temps de transport, soir et matin, c'est une demi-heure de leur vie qu'on leur redonne pour faire des activités peut-être plus plaisantes que d'être dans une auto à attendre que ça avance. Bon, parce que là, vous m'ouvrez une voie, le transport en commun. Ouais. Vous voyez comment, là, parce que là, il n'y a toujours pas de corridor, en fait, officiel pour les gens, pour le transport en commun. Il n'y a pas de train vraiment qui traverse l'axe Laval-Rive-Nord. Il y a certainement des grandes choses que vous aimeriez voir pour justement désengorger les autoroutes. Mais écoutez, au niveau des voies ferrées, on a 2 voies ferrées là, qui nous permettent un accès à Montréal, qui traversent Laval autant dans l'ouest que dans l'est. Au niveau des corridors, vous allez voir la transformation en 2016 des voies réservées pour le transport en commun pour les autobus. Et évidemment, on travaille toujours sur un prolongement du métro à Ville-de-Laval, mais ça, c'est sur un horizon un petit peu plus long. Ouais, Et dans le développement de la 19, on va avoir une voie réservée pour le transport en commun, pour les autos électriques et évidemment le transport public comme les taxis, ce qui permettrait de désengager la circulation. Et si on réduit le nombre d'autos sur les routes, les automobilistes sont gagnants et les gens qui préfèrent le transport en commun seront gagnants. Et l'électrification des transports en commun aussi, Oui. parce que ça aussi, c'est important. Et je peux vous dire que la STL est avant-gardiste à ce chapitre-là et au niveau des technologies. Bientôt, question peut-être d'1 an, la majorité des feux de circulation Ville de Laval seront arrimés avec nos autobus. Alors, lorsqu'il va y avoir un autobus arrivé, un feu de circulation, le calcul va se faire s'il est dans son horaire ou en retard. S'il est en retard, le signal va se prendre. Il va savoir le nombre de passagers dans l'autobus et il va réduire le temps de la lumière rouge pour changer, favoriser l'autobus de façon à lui permettre de donner un meilleur service aux citoyens dans l'autobus et de réduire le temps de circulation des autobus. Une bonne nouvelle, ça. Continuons dans le STL. L'ancien PDG de l'Agence métropolitaine de transport, Nicolas Girard, a été embauché par la STL. J'imagine que quand on a ce calibre de directeur général, c'est parce que vous avez des visées à long terme avec la STL, non? Bien, écoutez, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est félicitations à M. Guy Picard, directeur général de la STL, qui a décidé de l'embaucher, qui a pu le recruter, ainsi qu'à M. David Decotis, qui est le président. Et c'est sûr que l'expérience, la compétence de M. Girard sera bonifiée et l'équipe déjà présente. Alors, c'est un atout pour nous et qui a évidemment dans des dossiers d'actualité une connaissance très pointue, très fine, que ce soit tout le prolongement du métro, que ce soit les projets pour les voies réservées et évidemment un réseau de contacts au niveau de la fonction publique qui pourra bien servir. Alors, moi, c'est félicitations à M. Picard, félicitations à M. Decotis. Laval a son service 2 à 1. C'est quoi le service 2 à 1, M. le maire? Il y a plus de 300 organismes communautaires qui donnent du service à Ville de Laval. Le problème, c'est de s'y retrouver. C'est vrai. Alors, ce service-là existe dans plusieurs régions en Amérique du Nord, mais pas dans la région métropolitaine. Alors, si vous avez un problème, à titre d'exemple, vous avez besoin d'un service social quelconque, les gens vont composer 2 à 1. Il va y avoir quelqu'un qui va leur répondre.
C'est un centre de 7 jours référence? par semaine. C'est un centre de référence, donc. C'est un centre de référence. Ils vont discuter avec vous pour analyser votre besoin. Et là, ils vont vous donner les coordonnées des organismes qui peuvent vous servir selon vos besoins. Ça sera ouvert 7 jours par semaine et il y aura un service de traducteur. Et ce n'est pas juste une information qu'on donne, il y aura un suivi pour un contrôle de qualité. Alors, si on n'a pas la réponse immédiatement à vos questions, quelqu'un va vous rappeler. Maintenant, si vous parlez espagnol, quelqu'un va vous parler en espagnol, en anglais. Il y a un service de traduction. Alors, on sait que Ville-de-Laval est une des villes qui reçoit une grande partie de la communauté issue de l'immigration et on veut donner un bon service et c'est une façon de connecter les gens sur des services qui sont disponibles. Très bonne initiative. Et on espère convaincre Montréal, Longueuil et d'autres grandes villes. Vous allez donner l'idée à bien d'autres villes, je peux vous le dire. Maintenant, dernière nouvelle, les spécialistes du domaine de l'environnement ont reçu des distinctions le 18 mars dernier lors de la cérémonie de prix organisée par le Réseau Environnement et un de vos employés. Attendez, je vais vous dire exactement son nom. Le surintendant de la division eau potable du service de l'environnement de Ville-de-Laval, M. Denis Allard, a gagné une distinction justement par rapport au domaine de l'eau potable et des eaux usées. C'est illustré par son professionnalisme et ses performances à développer ou améliorer les connaissances ou les activités dans le domaine sous-mentionné. Ce n'est pas la première fois que ce monsieur gagne un prix, mais il l'a encore gagné cette année. Ça vous dit, vous devez d'abord être très fier. Effectivement, je le dis souvent, on est fiers de notre équipe, de nos employés. Et Ville-de-Laval a un eau classé 5 étoiles. Alors, nous en sommes fiers et puis il faut maintenir ce standard-là. Mais aussi, on est tout en phase de réflexion pour redonner la santé à nos rivières. Il y a un problème de surverse qui est un problème qui est de conception. Et c'était approuvé. L'ensemble des municipalités au Québec ont un système que s'il y a une pluie abondante, il y a une déverse qui peut se faire des égouts dans nos rivières. Ça, c'était dans les années 60. Maintenant, ça a été changé. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais on a hérité de cette problématique-là et on tente de changer tout ça. Et on fait preuve d'innovation. Alors, toute la gestion de l'eau est prise de la première goutte qu'on veut consommer jusqu'à ce qu'elle retourne dans nos rivières. Et on a une équipe de scientifiques qui font un travail formidable. Alors, c'est une fierté et les gens sont au service de nos citoyens. C'est pas juste une question environnementale, c'est aussi une question économique. Le prix de l'eau augmente énormément. Effectivement. On le voit que c'est un poids de plus en plus important sur les comptes de taxes. Effectivement. Et c'est une question de santé aussi. Et c'est une question de sécurité. C'est vrai. Est-ce qu'une grande ville peut se permettre d'être quelques heures sans avoir de l'eau dans nos bonnes fontaines ou des problèmes comme ça? Vous l'avez vécu avec l'île Bigra. Vous avez eu un problème d'eau de ce côté-là. C'est ça. Alors, si le feu prend, les maisons sont une à côté de l'autre, il faut que nos pompiers aient accès à de l'eau. Alors, l'eau, c'est vital pour une grande ville. Je vous laisse les 30 dernières secondes de cette émission pour vous adresser à vos citoyennes et citoyens. Alors, merci de nous écouter. Merci de porter intérêt à l'administration municipale et je vous invite à profiter de la belle saison qui s'en vient pour visiter le centre de la nature, nos belles places et bonne journée à tous. Merci, M. le maire. On se donne rendez-vous le mois prochain? Oui. Peut-être pas dans le bureau, on va peut-être se promener, on va voir. Hein? Ben oui. On va essayer d'avoir le maire en liberté. Je vous dis ça comme ça en passant. Merci, M. le maire. Merci. Au mois prochain. Au revoir.